Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui inaugure en fait une série de podcasts qui m'a été demandée depuis un petit moment. C'était des podcasts historiques. Jusqu'à présent, je faisais des podcasts thématiques sur un thème, sur un mot, un sentiment, sur des choses. Et ça faisait quand même, je vais dire, bien 8 9 mois que certaines personnes me disaient, moi j'aimerais bien que tu fasses des podcasts historiques, etc. Et à chaque fois, je leur répondais, premièrement, un, c'est un boulot incroyable, et deux, je suis pas forcément. Il y a plein de podcasts historiques qui sont menés par des agrégés, des historiens, des chercheurs en histoire. Je suis pas forcément la mieux qualifiée pour faire ce genre de choses, surtout sur certains thèmes. Mais bon, à force d'avoir régulièrement ce retour, je me suis dit, et pourquoi pas, sachant qu'il y a des sujets que je maîtrise plus ou moins bien et sur lesquels j'ai beaucoup lu, donc je pense que je peux le faire. Et j'ai demandé, lors d'un sondage, ce que les personnes voulaient. Donc, les 4 premiers thèmes, en fait, les 4 premières demandes qui m'ont été faites, j'ai été assez surprise, je dois l'avouer, euh, pour les thématiques. Alors la première, celle de aujourd'hui, et vous le voyez tout de suite, ça s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Hein. Voilà, donc vous savez de qui on va parler. Mais alors j'ai été étonnée pour les autres. On m'a demandé la Révolution anglaise, la Terreur. Alors moi qui ai plusieurs fois dit que moi et la Révolution française ça fait 19, il va falloir que je replonge dans mes bouquins, et le traité de Versailles. Donc parce que j'ai dit que c'était très important pour comprendre l'enchaînement après des années 20-30 qui est arrivé. Donc je me suis dit oui c'est très bien, donc je vais faire pareil, je vais faire un petit sondage pour savoir quelles sont les thématiques historiques ou les personnages ou les dates que vous voudriez que j'aborde en 2025 pour que je puisse quand même avoir une vision à long terme de ce que je vais faire comme conneries. Mais voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez, on va dire, sympathique de faire un podcast historique. Premièrement parce que moi ça m'amuse beaucoup et que ça me plaît d'aller chercher dans mes bouquins, d'aller recouper les informations, d'aller résumer des choses, etc. Et puis de vous trouver des textes qui ont déjà été faits mais que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'avoir entre les mains. Et c'est l'occasion ou jamais de parler d'histoire aussi, de vous donner envie. Alors attention, ça ne sera pas exhaustif. À chaque fois, et comme je le fais très régulièrement dans d'autres catégories, je vous invite et je vous incite après à aller à vous renseigner. Généralement, je donne mes sources. Alors, régulièrement, je donne mes sources après. Là, je vous donnerai mes sources avant pour que vous puissiez. J'essayerai de me rappeler de le mettre dans la barre d'infos. Mais sinon, vous tapez sur un moteur de recherche. Hein, voilà, on trouve assez facilement. Euh, la curiosité d'aller continuer vos recherches si vraiment, par exemple, cette thématique vous a plu, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir comment ça se gère. Euh, et donc, franchement, ça ne peut être que bénéfique pour vous d'avoir la curiosité, d'aller faire des recherches et de vous dire, bah tiens, moi j'ai envie de creuser plus avant ce qu'elle a dit parce que bah, c'est pas forcément des choses vous auriez, on va dire, que vous auriez été aller chercher peut-être sans avoir entendu ce podcast. Alors, donc, je remercie les personnes qui m'ont poussé vers l'histoire. Et on va attaquer donc le premier podcast donc de la, j'espère, longue série des podcasts des thématiques historiques. Alors, tout d'abord, donc le titre c'est bien sûr Aliénor d'Aquitaine, femme de pouvoir et d'amour, hein, ça c'est mon titre à moi. Les sources sont, je vous le dis tout de suite, principalement des livres, enfin des biographies que j'ai sur Aliénor d'Aquitaine, des minutes de colloques qui ont été faits par des sociétés savantes, notamment des sociétés savantes de Nouvelle-Aquitaine, donc la fédération historique du Sud-Ouest, et aussi, et on va dire principalement aussi, tous les cours, tous les livres que Cathy Bernard, qui est un professeur agrégé d'histoire à Bordeaux, enfin en tous les cas en Nouvelle-Aquitaine, a fait sur Aliénor d'Aquitaine. Elle est spécialiste des troubadours, du Moyen-Âge, de Aliénor, etc. Elle a fait des choses absolument fantastiques. Elle a un site internet
sur les mots des Aliénor, sur Aliénor d'Aquitaine. Donc je vous invite à aller lire ce qu'elle en dit, sachant que pour la petite histoire, entre guillemets, hein, on va dire, j'ai vraiment grandement pris tous mes renseignements sur ce site-là, parce que c'est l'un des plus complets qu'on peut avoir sur Aliénor. Bon, alors attention, c'est pas forcément très approfondi, parce que, enfin c'est très approfondi pour beaucoup de choses, parce qu'il y a des cartes interactives, visuelles, enfin allez-y, parce que c'est vraiment fabuleux. Mais voilà, c'est des onglets qui vous expliquent des moments de la vie d'Aliénor, de son enfance jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est richement illustré. Il y a beaucoup de sources. Alors c'est des sources qui viennent de la BNF. Alors je citais donc les principaux, on va dire, livres et biographies qui ont été sur Aliénor d'Aquitaine. Je le dis tout de suite parce que honnêtement, il y a beaucoup de livres sur Aliénor. Que ça soit chez Perrin, que ça soit chez Ouest France, par exemple. Ouest France a fait pas mal de livres, enfin sorti beaucoup de livres. Je parle de Cathy, pareil, mais Cathy Bernard, donc elle s'appelle Cathy, c'est son prénom, hein, c'est K-A-T-H-Y et Bernard, bah, comme le prénom. Voilà, elle a écrit un fabuleux livre qui s'appelle Les mots d'Aliénor, Aliénor d'Aquitaine et son siècle, qui est paru en 2015 aux éditions Confluence. Et là, il est sorti, donc ce mois-ci, sort un livre qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine de Philippe Toureau, qui paraît chez Perrin. Voilà, alors c'est véritablement le hasard qui fait que ce mois-ci, chez Perrin, sort un livre, une biographie d'Aliénor d'Aquitaine, que évidemment je vais m'empresser d'acheter. Oui, la débile achète absolument tout. Donc, on va commencer donc la vie de Madame Aliénor. Alors j'ai trouvé pas mal de sources, donc comme je vous l'ai dit sur certains sites. Les autres sources sont la BNF. Vous vous doutez bien, Gallica et la BNF. Oh bah oui, vous vous doutez bien. Et ensuite il y a aussi un article sur Sud-Ouest qui s'est intitulé Cette Bordelaise qui fut reine de France et d'Angleterre et qui était vraiment Aliénor d'Aquitaine. Bien sûr, le site officiel de Fontevraud, évidemment, hein, l'abbaye de Fontevraud, où il y a plusieurs pages qui sont consacrées à Aliénor d'Aquitaine, qui la définissent comme une reine hors norme. Et aussi, très bon article qui avait été fait par un groupe sur la culture et patrimoine de la ville de Poitiers. Voilà, donc voilà, et bien sûr, évidemment, les Larousse, les encyclopédies, les universalistes, et mes bouquins perso sur Aliénor d'Aquitaine que je ne vous listerai pas parce qu'il y en a un peu trop. Et alors je parle à part des romans, je ne vais pas vous faire une liste des romans qui existent sur Aliénor parce que vous le savez, il y a énormément de littérature fictionnelle sur Aliénor. Oui, évidemment, tout le monde va me citer Mireille Calmel. Oui. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, il y a beaucoup de monde. Alors si je vous les cite tous, on est encore là l'année prochaine. C'est pas mon but de vous mâcher le travail parce que de toute façon vous pouvez très bien y aller. Après on peut très bien en discuter à chaque fois. Vous pouvez très bien me saisir par internet, en message privé ou carrément en commentaire sous le podcast ou sous la vidéo slash podcast qui sera sur YouTube, en me disant bah tiens moi je pense à celui-là, est-ce que tu l'as lu, machin, voilà. Mais par contre vous faire une liste complète de tout ou presque les livres que j'ai lus, que ça soit fictionnel ou pas sur Aliénor, est-ce que ça a vraiment un intérêt quelconque? Voilà, je vous cite mes sources, donc après vous pouvez aller vérifier, recouper. De toute façon c'est les sources que je vais vous présenter, donc voilà. Alors, Mademoiselle Aliénor d'Aquitaine. Et donc, on va commencer par le commencement. La naissance d'Aliénor d'Aquitaine. Alors, il n'existe pas de traces précises, et en tous les cas suffisamment précises dans les textes pour indiquer la date et le lieu de naissance d'Aliénor. Les historiens estiment qu'elle serait née entre 1122 et 1124. Évidemment, ce qui est certain, c'est qu'elle descend des ducs d'Aquitaine, qui sont à l'époque à la tête d'un très vaste duché et très riche duché d'Aquitaine. Elle
Elle peut être née au château de Belin en Gironde ou encore le château de Lombrières qui a maintenant disparu, qui était à Bordeaux, ou encore peut-être à Poitiers. Alors il existe beaucoup de théories sur son lieu de naissance, mais aucune preuve formelle n'a été trouvée. Alors son enfance est assez mal connue, elle a peut-être passé son enfance non à Poitiers mais en Gascogne. Elle est donc la fille du duc d'Aquitaine de l'époque et du comte de Poitou, puisqu'il cumulait les deux bases, qui était Guillaume X, donc qui lui est né en 1099 et qui est mort en 1137. Elle reçoit donc une éducation due à son rang, c'est-à-dire qu'elle apprend l'écriture, elle apprend la lecture, elle apprend bien sûr le latin, on lui apprend les langues, l'occitan et la langue d'oï, elle étudie l'art, la littérature, la musique et la religion. Ce qui est plus surprenant pour son époque et surtout pour une fille de son époque, c'est qu'elle apprend aussi à monter à cheval et à tirer à l'arbalète. Les historiens d'ailleurs pensent sur ce sujet que c'était une éducation très très complète, limite comme un homme de l'époque, enfin un jeune homme de l'époque, et c'est ce qui a fait d'elle une femme très très cultivée. Elle est élevée dans l'esprit des troubadours et de l'amour courtois, le fin amour, puisque c'est les chansons de son grand-père, Guillaume IX d'Aquitaine, qui est surnommé Guillaume le troubadour, puisque c'est le premier troubadour, enfin c'est un des premiers témoignages, puisque c'était l'héritage courtois de Guillaume IX qui va installer durablement au cœur du duché d'Aquitaine et qui va passer ses frontières le fin à mort. Alors son fils, donc Guillaume X, qui est le papa d'Aliénor, perpétue et encourage la présence des troubadours à sa cour et bien sûr il est très généreux envers eux, il leur permet de créer, de contribuer à l'épanouissement de la littérature courtoise, que ça soit la chanson, les textes, les poèmes, la déclamation, l'imagination. Et bien sûr, Aliénor, elle est baignée dans cette culture poétique et musicale, et ça va marquer la future duchesse d'Aquitaine. Elle grandit donc à la cour d'Aquitaine, qui se déplace constamment, c'est pas un truc qui est posé parce que c'est très vaste, donc ça se déplace constamment, et elle suit son père. Guillaume X, et comme ce duché donc est très grand et très vaste, le suzerain doit donc se rendre sur ses terres régulièrement pour surveiller bien sûr ses vassaux, il faut pas non plus, voilà, et réaffirmer son autorité. Ah bah alors taper sur les doigts, ça fait pas de mal. Alors à la mort de son père, le 9 avril 1137, Aliénor va changer de statut puisqu'elle va devenir duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitou. Elle va donc passer sa vie, le restant de sa vie, à être une femme politique, d'avoir ce pouvoir politique qui est normalement réservé aux hommes et qu'elle va acquérir immédiatement. Aliénor, donc, est assez jeune, puisque en 1137, elle n'est pas très très vieille, mais son père décide, donc, on va revenir sur la mort de son père, son père décide en fait de partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Malheureusement, il meurt en chemin et donc c'est Aliénor qui va hériter du pouvoir. Et si la loi à l'époque permet aux femmes d'hériter, elle leur impose toutefois de passer sous la tutelle, la protection du suzerain qui doit leur choisir un mari. Alors dans le cas d'Aliénor, le suzerain, n'est autre que le roi de France, le roi Louis VI, le Gros, dit le Gros, et qui, conformément bien sûr aux dernières volontés du père d'Aliénor, Guillaume X d'Aquitaine, va la marier avec son propre fils, Louis le Jeune. Alors de cette union, son fils deviendra duc d'Aquitaine, évidemment, et pourra donc étendre le domaine royal qui n'occupe en fait à l'époque, il faut quand même le rappeler, qu'un espace très réduit, qui en fait maintenant serait l'Île-de-France, l'Orléanais et le Berry. Alors pour vous dire que c'était pas très très gros, tout le reste c'était pas lui. Alors avant de célébrer ses noces, bien sûr, il faut quand même que les vassaux d'Aquitaine soient tous arrivés aux confins de la Gascogne et du Poitou, et bien sûr, ils vont aller prêter hommage au prince Louis, donc leur nouveau suzerain. Le mariage aquitaine de Aliénor et donc de Louis le Jeune va être célébré à Bordeaux le 25 juillet 1137, en la cathédrale Saint-André,
qui, pour l'occasion, selon les textes, a été tendue de très riches tapisseries et parfumée d'encens. La cérémonie du mariage se déroule dans une très grosse solennité, et tous les comtes du duché d'Aquitaine ont fait le déplacement, ainsi que tous les notables du royaume de France. Ça fait quand même du monde. Hein. Alors les mariés et leurs invités se retrouvent donc après au palais de Lombrière, hein, je rappelle qu'il était dans Bordeaux mais qu'il n'existe plus, pour les festivités. On dit que le vin et la musique des troubadours ont fait très bonne compagnie et que la fête a duré plusieurs jours. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout de l'époque. Alors, dès la fin bien sûr des festivités, le prince Louis et la jeune Aliénor prennent le chemin de Poitiers, qui est la capitale du duché et la résidence préférée des ducs d'Aquitaine. Oui, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas Bordeaux, la capitale du duché d'Aquitaine. Et à la cathédrale de Saint-Pierre, ils deviennent donc duchesse et duc d'Aquitaine au cours d'une cérémonie très ducale. Alors les Poitevins accueillent bien sûr avec très chaleureusement le nouveau couple, il y a un fastueux banquet qui est donné et Aliénor retrouve la belle tour de Montbergeon où son grand-père, donc Guillaume le Troubadour, neuf, avait fait loger la vicomtesse de Châtellerault, sa concubine de l'époque. Alors à peine installé, le 1er août 137, oui ils n'ont pas de chance, le roi Louis VI le Gros meurt et donc son état de santé était très préoccupant. Hein. Tout le monde savait qu'il avait un très très mauvais état de santé et donc le tout jeune Louis le Jeune devient roi et doit rentrer à la capitale, à Paris, où l'attend une autre couronne et beaucoup plus prestigieuse pour lui puisque c'est la couronne de France. Alors il est sacré roi de France le 25 décembre 137 en la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. 4 mois donc après son avènement au trône, le roi Louis le Jeune prend le nom de Louis VII. Il a 17 ans. Aliénor, qui est la reine de France, n'a que soit 13 ans, soit 15 ans, selon quand elle est née. Alors Aliénor est très cultivée, on en a parlé tout à l'heure, et elle tient... comme elle le faisait à Poitiers, à une cour raffinée, brillante, où elle réunirait les artistes, les poètes, etc. Et donc après à installer à la couronne de France, Aliénor impose tout de suite ses us et coutumes, ceux de Poitiers, ceux de sa cour d'Aquitaine, qu'elle juge beaucoup plus évoluée que celle de France et beaucoup moins morose. Il faut dire que c'était pas la joie chez les rois de France. Alors elle y apporte sa culture du Sud. Elle introduit notamment la poésie courtoise, le finamore, qui est complètement inconnu des gens passant, on va dire, la Loire. Elle fait venir des troubadours, elle organise des fêtes, des jeux, elle instaure des nouvelles modes alimentaires, elle impose son régime alimentaire d'Aquitaine, elle impose sa façon de se vêtir, je vous raconte pas le bordel que ça a dû être. Bref, Aliénor, elle fait sa cour d'Aquitaine à la cour de France. Simplement, elle s'ennuie. Alors le palais de la Cité, si vous connaissez, qui est sa nouvelle résidence parisienne, c'est pas folichon. Alors c'est très austère, hein, c'est très froid et très humide. Ça plaît pas à la duchesse, enfin à la reine de France. Elle est nostalgique de son climat et de ses coutumes et donc ça pourrait aller mieux si avec le roi ça allait, s'ajoute à ça le fait qu'ils n'ont pas du tout le même caractère. Alors Louis VII désormais va être surnommé, et c'est son surnom pour l'histoire, Louis le Pieux, vous imaginez bien ce que ça fait, Aliénor, oui, bon, on veut bien croire en Dieu, mais bon, faut quand même un peu s'amuser, l'autre il est quand même très austère. Hein. Et le problème c'est que Aliénor, elle est très belle. Et Louis, il n'est pas folichon. Alors, est-ce qu'elle serait pas trop belle pour lui? Est-ce qu'elle serait pas trop exubérante pour lui? Est-ce qu'elle serait pas trop richement vêtue pour lui? Bon, bref, vous imaginez bien le truc. Et il y a aussi un autre problème, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'enfants qui naissent. Et à l'époque, comme je pense que vous le savez, voilà, et puis même maintenant, hein, quand vous vous mariez, il y a toujours un con qui vient vous dire quand c'est vous allez faire le bébé. Alors, vous imaginez bien les rois de France à l'époque. Et il y a une pression sur ce jeune couple. Alors je rappelle quand même qu'ils ont que 17 et éventuellement on en a 13 au plus bas et 15 au plus haut. Hein, donc
voilà. Hein, alors là, le pieux, il a pas dû connaître le loup des masses. Voilà, donc, bref. Et tout ça, ça va peser sur leur état d'esprit à tous les deux et sur leur couple. En 1145, après 6 ans de mariage, et on imagine décès infructueux, la reine de France attend son premier enfant et va voir naître une fille qui va s'appeler Marie. Alors, entre 1147 et 1149, Louis VII décide de partir en croisière avec son épouse, qui, elle, veut absolument partir à ses côtés. Alors c'est à cette époque-là qu'elle va être soupçonnée, à tort ou à raison, et ça on s'en fout un petit peu, d'adultère, et naît dans l'esprit de certains la possibilité éventuelle d'une séparation avec son mari, parce que voilà, le couple n'a pas d'héritier mâle, ça va pas très très bien entre eux, on l'accuse d'adultère. Alors sur l'intervention du pape de l'époque qui est Eugène III, elle va suspendre son envie de dire à son mari je me casse. Et ils vont revenir à Paris en 1151. Et là, Aliénor va mettre au monde un deuxième enfant, et au grand désespoir bien sûr du roi de France, même s'il aime beaucoup son épouse, hein, et qu'il a quelque chose, enfin voilà, il a sûrement beaucoup de tendresse pour elle, hein, plus d'admiration d'ailleurs, c'est encore une fille qui va être prénommée Alix. Alors, le souci, c'est que y a quelque chose qui va précipiter les choses, vous imaginez bien. Alors, j'ai passé sur l'histoire de la croisade, hein, et de son oncle, vous savez, cette rumeur qui dirait que en fait, elle était l'amante de son oncle, et donc elle était partie en croisade pour récupérer son mec, enfin ce type-là dont elle était amoureuse à la cour d'Aquitaine. Je vous laisse dans les méandres de ce genre de choses. Nous, on va s'occuper du couple royal, parce qu'elle n'a pas fait un seul couple royal, elle en a fait 2, la dame. Parce que elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Henri Plantagenet, qui limite coup de foudre, on va dire, parce que c'est pas n'importe qui le gars, hein. Si, non, non. Elle est toujours duchesse d'Aquitaine, reine de France, mais duchesse d'Aquitaine et du Poitou. Lui, il est duc de Normandie. Ça fait toute la côte ouest. Voilà. Il est également comte d'Anjou par son père aussi. Si il me semble bien, c'est par son père aussi. Mais sa mère n'est autre quand même que la fille de Henri Ier, roi d'Angleterre. Alors inutile de vous dire que là, Aliénor va être complètement sous le charme du garçon, semblerait-il assez charmant, hein, c'est-à-dire beaucoup moins austère que l'autre, hein, ça c'est sûr, ça, il n'y a pas photo, l'histoire. Et donc elle va comprendre, parce qu'elle est loin d'être, on l'a dit, elle était très intelligente, et puis très fine de pouvoir, et puis bon, elle a été éduquée comme un homme, donc elle pense pouvoir. Et elle comprend l'opportunité que lui offre ce Henri Plantagenet, pouvoir et opportunité politique. Je rappelle que Madame est donc la duchesse d'Aquitaine en titre, hein, c'est-à-dire que si elle se casse, le royaume de France perd la couronne, enfin perd le duché, et qu'elle est comte d'Anjou. Voilà. Donc, non, elle est comte de Poitiers, donc comtesse de Poitiers en tous les cas. Donc elle a le duché complet d'Aquitaine jusqu'à Poitiers. Lui, voyez la carte de France actuelle, il est comte d'Anjou et duc de Normandie. Je vous dis toute la face est-ouest. Donc elle est loin d'être idiote, la dame. Elle se dit que, au final, pourquoi pas. Donc Henri Plantagenet hérite tout de suite à la mort de son père, de tous ses duchés, et donc à ce moment-là, Aliénor réclame de nouveau l'annulation de son mariage avec Louis VII. Et d'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire qu'une femme demande elle-même de se casser. Donc Louis VII, lui, il n'a pas d'héritier mâle, donc il se dit que en fait, pourquoi pas. Et puis il commence à en avoir un peu, je suppose, ras la casquette de la dame, hein, parce que bon, il y a beaucoup de tensions, surtout depuis le départ en croisade et le retour, et le fait qu'elle n'ait donné que des filles à Louis. Et vous allez voir que par la suite, il a dû bouffer sa serviette, celui-là. Et donc
La procédure de séparation est engagée par le concile de Beaugency le 21 mars 1152 et va prononcer le divorce sous prétexte de consanguinité entre les époux. Tu m'étonnes. Le mariage donc de Louis VII et Aliénor est officiellement annulé, ce qui fait qu'elle n'est plus la reine de France, mais selon les usages féodaux de l'époque, elle a toujours l'autorité sur le duché d'Aquitaine. Et voilà. Comme moi, on récupère ses bijoux de famille. Alors, elle est pas bête, la dame, je vous le dis. Alors, Aliénor, après la séparation avec son roi, le roi de France, donc Louis VII, Aliénor rejoint sans attendre son duché d'Aquitaine, qu'elle va récupérer en intégralité. Et le 18 mai 1152, il faut quand même le faire. Rappelez-vous, elle a divorcé en mars. On est le 18 mai, moins de 2 mois après son divorce. Elle épouse, en grande pompe, Henri Plantagenet, duc de Normandie. Alors le mariage est célébré dans l'intimité, on va dire, de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, puisque désormais, maintenant, madame n'est autre que la duchesse d'Aquitaine et la duchesse de Normandie. Allez, on y va. Alors plus tard, bien sûr, en 1158, Henri II va récupérer définitivement tout l'héritage du comté d'Anjou. Donc vous voyez que ça envoie du bois quand même à deux. Et alors, mais mademoiselle, elle va pas tarder à tomber enceinte. Contrairement aux 6 ans qu'elle avait mis pour tomber enceinte avec Louis, à croire qu'il la touchait pas. À un moment donné, on s'est posé la question. Elle va mettre au monde en 1153. Donc le 17 août 1153, un garçon, Guillaume, et l'autre il a dû bouffer sa serviette, pied de nez évidemment magnifique et magistral à la cour de France. En octobre 1154, le roi Étienne de Blois d'Angleterre s'éteint, et comme l'héritier va être désigné, et l'héritier n'est autre que Henri Plantagenet, petit-fils d'Henri Ier. Et donc le 19 décembre 1154, Aliénor et Henri sont couronnés à l'abbaye de Westminster à Londres, roi et reine d'Angleterre. Il devient lui donc Henri II et elle Aliénor, et ajoute donc à tous ces titres qu'elle a déjà, puisque je rappelle qu'elle est duchesse de Normandie, comtesse de Poitiers et duchesse d'Aquitaine, et bien sûr comtesse d'Anjou, elle est maintenant désormais la reine d'Angleterre, donc elle est désormais, donc ce 19 décembre 1154, la femme la plus puissante d'Occident. Elle y est allée à la toile, mais elle y est allée. Alors, ce mariage a bien sûr pour effet d'introduire tout ce qu'elle avait apporté à la cour de France, de l'autre côté de la Manche. Et elle va donc arriver avec sa culture, ses langues occitanes, et notamment le célèbre Bernard de Ventadour, le célèbre troubadour. Et donc, bien, durant toutes ces premières années, on va dire, Aliénor et Henri II vont chevaucher continuellement leur immense territoire. Oui, si. Voilà, alors ils sont en incessant déplacement, c'est freiné uniquement par les naissances d'Aliénor, enfin en tous les cas les naissances des enfants du couple royal, puisque en fait leur premier-né meurt prématurément en 1156-1157, leur premier fils bien sûr, mais ils vont avoir 7 enfants. Ils vont avoir respectivement Henri, Mathilde, Richard, dit le futur cœur de lion, le chéri à Memin, Geoffroy, Aliénor, Jeanne et Jean, donc Jean sans terre, celui que l'on connaît malheureusement fort bien. Alors, il semble bien sûr que durant toutes les années au cours desquelles Aliénor va donner naissance au futur héritier du trône, c'est Henri qui va exercer de plus en plus le contrôle du duché d'Aquitaine, mais plusieurs fois aussi, il faut quand même lui redonner ça, il va donner la régence du royaume d'Angleterre, quand il est par exemple sur le continent, quand il est dans le Maine ou dans l'Anjou, etc., à Aliénor, pendant qu'il n'est pas en Angleterre. Donc ça en fait quand même une femme très puissante. En 1158, pour faire face donc à la révolte des seigneurs aquitains, parce que là, ceux-là, ils commencent à bouillir, Henri II confie la
reprise en main du duché à Aliénor. Et à ce moment-là, elle a quand même 46 ou 44 ou 46 ans, donc voilà, à peu près. Lui en a 10 de moins. Est-ce que j'ai dit qu'il avait 10 ans de moins? Oui, alors le roi, je vous raconte pas le roi de France, le Louis VII, il a dû avoir les nerfs. Elle a épousé un mec de 10 ans de moins, qui est plus doté que lui, et en plus il lui fait des garçons. Oh mon Dieu, comme il a pu s'énerver ce pauvre garçon, bon bref. Il a dû prier Dieu et le diable, ce coup-là. Bref, il a 10 ans de moins, il a 35, il s'éloigne petit à petit, et donc on met d'accord, ils ont plus du tout sur la même longueur d'onde. Aliénor décide de quitter l'Angleterre, entre-temps elle lui a fait des gosses, hein, donc la pérennité de la couronne est faite. Elle quitte l'Angleterre pour l'Aquitaine en partant avec son fils Richard, qui à l'époque a 11 ans. Oui, c'est le fils à maman, c'est le gâté à sa maman. Au cours d'une cérémonie en avril 1170, il est reconnu officiellement comme le successeur d'Aliénor et à la couronne d'Aquitaine, hein, comprenant, je rappelle encore, Poitiers. Et en 1172, il est couronné comme tel, comme futur duc d'Aquitaine, à Poitiers et à Limoges. Alors évidemment, Richard va devenir l'héritier de sa mère, en ligne directe d'Aquitaine, au titre de tout ce qu'elle a, c'est-à-dire le duc d'Aquitaine et le comté de Poitiers, le comte de Poitiers. Alors durant cette période, en fait, Aliénor forme son fils. Voilà, elle est véritablement oui, l'éducateur et la formatrice de son fils, qui est vraiment un parangon des chevaliers courtois, qui est formé à l'école de Guillaume le Marchal, et Richard, en fait, il va adopter à ce moment-là l'emblème du lion, qui trône d'ailleurs toujours, si vous connaissez, sur les armoiries de l'Aquitaine, du Poitou et de l'Angleterre, y compris du Périgord. Et donc c'est pour ça qu'on va le surnommer Richard Cœur de Lion, en raison bien sûr de son courage en tant que soldat et chevalier. Alors, il faut quand même le dire que ça commence à tirer entre les deux époux, et en 1169, donc Henri II commence vraiment à envisager sa succession. Il décide que son empire doit être divisé entre ses fils à sa mort. Alors Henri, le jeune, va obtenir, lui, l'Angleterre et la Normandie. Richard, il a déjà l'Aquitaine et le Poitou, il va se calmer. Donc on va filer la Bretagne, oui, parce qu'ils ont aussi la Bretagne à Geoffroy. Et pour pas être en reste, y a un problème sur Jean. Et Jean va donc se déclarer Jean sans terre, sans territoire. Voilà. Alors, pour assurer le trône de son fils aîné, Henri II va sacrer son fils aîné Henri le Jeune de son vivant, mais ce dernier ça va pas. Et Henri II veut prendre une part de son héritage pour la donner donc à Jean sans terre. Ça va éclater une querelle entre les frères, et en 1173, les trois frères, donc Henri le Jeune, Richard et Geoffroy, vont se dresser contre leur père, soutenus par leur mère et le roi de France, qui revient dans la bataille. Parce que, oui, le roi de France, il est bien sympathique, mais il supporte pas le roi d'Angleterre. En plus, inutile de vous dire qu'il a quand même épousé son ex, hein, ça, voilà. Mais simplement, le roi de France, il voit l'intelligence et l'intérêt de se mettre aux côtés d'Aliénor, qui est duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitiers, pour pouvoir soutenir contre son ennemi le plus direct, c'est-à-dire le duc de Normandie et le roi d'Angleterre, qui pourrait, d'un simple petite pitchnette, faire vaciller le trône de France. Donc il se dit, on y va, on va se mettre du côté de mon ex. Son fils aîné a l'air d'être un bon vaillant. Si on se met copain-copain avec le duché d'Aquitaine, l'autre, il bougera pas. Alors Henri II, il sait très bien, et il est loin d'être idiot, hein, que sa femme, comment dire, complote. Oui, parce que les trois fils ne sont pas levés tout seuls, hein, c'est maman qui les a aidés. Donc il se dit, bon, elle commence à me... Hein, voilà, donc il veut absolument l'interdire de faire quoi que ce soit. Donc Aliénor va commencer à se cacher. Elle va fuir à partir de 1173 par la Touraine. Elle va être déguisée en homme pour essayer de devancer les sbires de son mari. Mais elle est capturée par les chevaliers
donc de Henri II. Elle est incarcérée à Chinon et elle va être emmenée en Angleterre, bien sûr loin de ses fils et loin de l'influence qu'elle peut avoir sur ses fils, on est bien d'accord. Alors le roi l'a fait enfermer dans diverses forteresses, dont celle de Winchester, dans le sud de l'Angleterre, mais il ne la répudie pas pour autant. Parce que, en fait, s'il le fait, il perdrait le bénéfice de la dot, c'est-à-dire de l'héritage poitevin et aquitain. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors, elle va rester captive, pendant 16 ans, de 1173 à 1189. Pendant toute sa captivité, Aliénor va voir, en fait, se réconcilier son mari, donc Henri II, avec ses fils et avec le roi de France. Alors, comme couteau dans le dos, là, on en prend un. En 1179, Louis VII, épuisé par tout ce qu'il y a comme bataille, comme machin, etc., va céder le trône à son fils Philippe II Auguste, qu'on connaît bien. Et entre Henri le Jeune, Richard, Geoffroy, eh bien, la guerre va éclater. Le premier jaloux de voir Richard gouverner l'Aquitaine, évidemment. Oui, c'est quand même un gros pouvoir. Et que lui, il a rien. En gros, il est sur le côté. Le conflit va faire exploser un peu partout. Simplement, en fait, Henri le Jeune va mourir en 1183, suivi assez rapidement 3 ans plus tard, en 86, par la mort accidentelle de Geoffroy. Et donc, de ce fait, Richard devient l'héritier du trône. Alors, son père le désigne officiellement comme son successeur, je pense que ça a dû râler quand même un peu, au mois de juillet 1189, avant de mourir le 6 juillet 1189. Et donc, quand Henri II meurt, le roi d'Angleterre, il est abandonné de tous à Chinon. Richard monte sur le trône d'Aquitaine, et vous imaginez bien, évidemment, ce qu'il fait en premier, il récupère Montbin. Et oui, il fait libérer sa mère, et lui assure une sépulture royale à son défunt époux, puisqu'elle va faire elle-même la sépulture de Henri II à l'abbaye de Fontevraud. Et Richard, cœur de lion, est couronné roi d'Angleterre le 2 septembre 1189. Alors, évidemment, vous vous dites, là, maintenant, elle a récupéré son fils chéri. Son fils chéri. Il est roi d'Angleterre. Tout va bien. Tout pourrait aller dans le meilleur des mondes. Aliénor a plus de 65 ans lorsque donc elle est libérée, et pour elle, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie encore, une nouvelle vie de pouvoir, puisqu'en fait elle va régner aux côtés de son fils. Elle ne tarde pas d'ailleurs à prendre l'autorité royale en Angleterre, puisqu'en fait Richard va partir en croisade en 1190, et c'est elle qui assure la régence du royaume. Alors, en décembre 1191, le roi Philippe Auguste part en croisade avec Richard, tous les deux, pas dans la main, n'exagérez pas, mais enfin bon, ils s'en vont. Ils vont profiter, en fait, certains vont profiter de l'absence de Richard pour, on va dire, s'allier avec Jean sans Terre, qui est toujours en mode couinage intensif et jaloux, pour convoiter l'Angleterre et la Normandie. Alors, Aliénor, elle fait ce qu'elle peut pour hésiter, mais bien sûr, elle va écrire à son fils en lui disant il faut rentrer à la Casbah. Là maintenant c'est sympa la croisade, mais il va falloir s'occuper de l'Angleterre et de la Normandie, parce qu'en fait Philippe Auguste, le roi de France, est rentré avant toi, il s'est allié à ton frère Jean sans Terre, et là on est gravement dans la merde. Sur le retour, alors bien sûr, Richard c'est le fils à maman, donc quand maman lui dit tu rentres, il rentre ce garçon. Sur le chemin du retour, en décembre 192, Richard est capturé par le duc d'Autriche, qui va le livrer carrément à l'empereur de Germanie. Alors il y a une somme colossale, mais colossale pour l'époque, qui va être réclamée pour sa libération. Et Aliénor va faire tout le nécessaire pour récupérer l'argent, pour donner la rançon et libérer son fils. Donc, et elle part elle-même, non mais je vous assure, celle-là elle est incroyable, elle part elle-même chercher son fils, et elle le fait libérer le 4 février 1194. Alors à son retour, Richard reprend bien sûr le contrôle du royaume, finit par pardonner à son frère Jean,
Elle, Aliénor, elle en a un peu ras la casquette, elle se retire à l'abbaye de Fontevraud, où elle espère enfin être au calme et au repos, pas que les autres soient en train de s'exciter. Le problème, c'est que Richard ne veut pas laisser le roi de France, donc Philippe Auguste, impuni. Hein, il l'a quand même un tout petit peu doublé sur le coup. Et donc, il va se remettre en guerre contre le royaume de France. Et c'est ainsi qu'une révolte fomente en Angleterre en 1199 et que Richard va assiéger la forteresse de Chalut. Il est blessé par un carreau d'arbalète à l'épaule et la blessure, en fait, ne guérit jamais. Et petit à petit, eh bien, il diminue et il meurt. Alors, évidemment, sentant la mort approcher, vu que ça guérit pas, il n'a pas le moment. Maman reprend la route. Ah mais non, mais je veux dire. Elle arrive à son chevet. Et lui va mourir le 6 avril 1199. Évidemment, Richard n'avait pas de descendants. Et pour Aliénor, il est clair que, bien sûr, le pouvoir revient au dernier fils qu'elle a encore, et le dernier fils, c'est Jean Santerre. Jean Santerre va devenir donc roi d'Angleterre et de tout le reste, et après de 80 ans, elle va continuer à parcourir inlassablement l'Aquitaine pour essayer de créer des alliances afin d'imposer en fait son dernier fils, donc Jean Santerre, comme roi, parce que ça fricote un peu, les vassaux veulent pas, les autres ça les intéresse pas, en Angleterre ça râle, en Aquitaine ça râle, enfin partout ça râle de toute façon, voilà. Donc elle fait le parcours à cheval pour créer toutes les alliances, pour convaincre tout le monde, tous ses vassaux, tous les gens, pour que son fils soit roi d'Angleterre. Et qu'est-ce qu'elle obtient ? Le couronnement de son fils, le 27 mai 1199. Il est donc à la fois, comme tout le monde, roi d'Angleterre, duc de Normandie, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine. Voilà. Alors au printemps 1200, Aliénor, elle, se retire enfin, parce qu'on dit quand même que elle va se calmer, elle se retire à Fontevraud, son règne semble terminé, puisque c'est désormais Jean Santerre qui règne et qui gouverne tout le royaume. Mais il n'est pas très brillant, le gars. Ah bah non, c'est pas Richard, hein, voilà, il n'est pas brillant, c'est pas son père non plus. Il va perdre petit à petit la Normandie, puisque en août 1204, Philippe Auguste a pris possession de toute la Normandie et de Poitiers, mais pas du reste de l'Aquitaine, puisque Jean Santerre, le roi d'Angleterre, va le conserver. Je pense qu'il s'est pris une soufflante par moment, hein, je pense, parce que perdre le comté de Poitiers et le duché de Normandie, inutile de vous dire que ça a dû charcler. Hein. Bon, mais Aliénor, elle, est toujours à Fontevraud, elle a entre donc 80 et 82 ans, elle a déjà passé au moins les Pyrénées avec sa petite fille pour la marier de l'autre côté, mais elle est enterrée, elle meurt le 31 mars 1204, donc à l'âge canonique pour l'époque, entre 80 et 82 ans. Elle est enterrée à Fontevraud, aux côtés de son mari, de la sépulture qu'elle avait faite pour lui, de Henri II. Le tombeau de la reine est surmonté d'un gisant, la représentant un livre à la main, comme le témoignage d'une vie extraordinaire. Et je vous invite à aller à l'abbaye de Fontevraud pour voir le gisant, donc de Aliénor d'Aquitaine et de Henri II Plantagenet. Franchement, ils sont très 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 beaux, les gisants, et c'est impressionnant la conservation de ce patrimoine-là. Alors, je vous parlais tout à l'heure, ça c'est la vie, on va dire, de Aliénor, résumée à ma sauce. Mais tout à l'heure, je vous parlais de textes qu'avait fait Cathy Bernard, qui est maître de conférence d'occitan. Moi, j'avais suivi ses cours sur l'occitan, les troubadours, la poésie, le finamore. Elle est passionnante, cette fille. Si vous trouvez des vidéos, il y a plein de vidéos sur elle. J'essayerai de vous mettre des vidéos de Cathy Bernard. Elle est passionnante, mais vraiment, c'est le genre de prof, puisqu'elle est maître de conférence quand même, hein, c'est le genre de prof que je souhaite à tous les élèves, mais vraiment, parce que ce genre de prof-là, c'est un bonheur
absolue, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont passionnants, qui sont passionnés, qui savent retransmettre leur passion de l'histoire, et elle maîtrise sur le bout des doigts et ailleurs et au-delà toute cette période-là, et franchement vraiment, si vous connaissez pas, allez-y, elle a fait des superbes livres, moi je crois que j'ai tous ses livres, tellement cette fille me fascine et me passionne. Alors, elle a écrit un très beau texte dans le cadre de ses cours à l'université donc de Bordeaux-Montaigne, et donc je vous le lis tel qu'elle l'a mis, puisque c'est quand même, ça fait partie de ses cours, donc voilà, c'est quand même des choses qui sont importantes. Alors, Aliénor naquit de l'union donc de Guillaume X, il va y avoir des redites bien sûr par rapport à ce que j'ai dit, mais quand même c'est un texte de maître de conférence, un cours de maître de conférence, donc c'est quand même beaucoup mieux que les références stupides de Bibi. Aliénor naquit donc de l'union de Guillaume X d'Aquitaine et de Énor ou Aénor de Châtellerault. Elle est leur première-née. Cependant, ni la date ni le lieu exact de cette naissance ne sont parvenus. On suppose qu'Aliénor vit le jour donc à Belay-Bélier dans le Bordelais ou à Bordeaux même, donc en 1122 ou 1124, ou peut-être encore à Neuil-sur-Otis, en Vendée, où se trouve l'abbaye dans laquelle Énor de Châtellerault repose, donc sa maman. De l'union de Guillaume X et de Énor naquirent deux autres enfants, Pétronie et Guillaume Aigré. Bien que n'étant pas le premier-né, c'est Guillaume Aigré, en qualité de garçon, oui je sais, arrêtez de râler, en qualité de garçon qui aurait dû hériter des terres de son père, mais à sa mort, survenue alors qu'il était en bas âge, en décida autrement, puisque Aliénor, l'aînée, fut désignée par son père comme son héritière au moment où il vit la mort venir le chercher, puisqu'il n'avait que 38 ans. Il se rendait à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est là qu'il repose d'ailleurs, et c'est à son suzerain, le roi de France, Louis VI le Gros, qu'il avait confié sa fille aînée et sa cadette, Pétronie. Guillaume X demandait donc au roi de France de trouver un époux à son héritière. C'est ainsi que l'héritier de la couronne de France, Louis, épousa Aliénor le 25 juillet 1137, environ 4 mois après la mort de Guillaume X, en la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Aliénor avait 13 ou 15 ans. Elle incarnait la puissante Aquitaine, celle de son père bien sûr, qui finira par être célébré comme saint, mais aussi celle de son grand-père, mort en 1126, Guillaume IX d'Aquitaine, qui est le premier troubadour connu. Il est le modèle même des grands seigneurs poètes. Il fit par ailleurs plusieurs fois scandale au cours de sa vie, il vécut 54 ans, notamment lorsqu'il entretint une liaison adultère avec la femme d'un de ses vassaux, dangereuse comme on l'appelait, ou Homo Berge, de l'île Bouchard, épouse du vicomte Emery Ier de Châtellerault. Pour elle, Guillaume le Troubadour composa sans doute les plus belles chansons qui sont, faute de traces antérieures, la première manifestation de la fine amour, plus connue sous le nom d'amour courtois. Pour elle, il répudia celle qui avait été son épouse pendant presque 20 ans, Philippa de Toulouse. Il fut excommunié pour cela. Quelle ait été l'opinion de la société de son temps, le duc installa la vicomtesse en son palais de Poitiers, mais ne put l'épouser. C'est de cette liaison entre le duc et sa vassale que fut décidé le mariage de Guillaume X et d'Énor. Guillaume X était le fils légitime de Guillaume IX et de Philippa. Énor était la fille légitime de Dangereuse et d'Emery. Malgré l'affront, ce mariage fut une belle compensation pour Emery, son lignage montait singulièrement en grade. Du mariage d'Aliénor et de Louis VII naquirent deux filles, Marie de Champagne et Alix, ou Élix, de Blois. Marie devint, par son mariage avec Henri Ier, comtesse de Champagne. Elle naquit, elle, en 1147. Marie est notamment célèbre pour avoir présidé la création du roman de Chrétien de Troyes, relatant les amours de Lancelot et de Guenève, le chevalier de la Charrette. Alix, qui devient, par son mariage avec Thibaut V, comtesse de Blois, naquit, elle, en 1150, 2 ans après la séparation de ses parents. On peut, par bien des aspects, qualifier les naissances de ce premier mariage de miraculeuses. La naissance de Marie vient 8 ans après le mariage de Louis, dans un contexte délicat pour le roi et la reine de France. Ces derniers sont en guerre depuis 1141 et 1142 avec l'un de leurs plus puissants vassaux, Thibaut IV, comte de Blois, deuxième comte de Champagne, le père de ceux qui deviendront les époux d'ailleurs de Marie et d'Alix.
Dans ce contexte déjà difficile, Aliénor porte, outre le poids de la culpabilité de ne pas avoir donné d'héritier à la couronne. Elle aurait fait une fausse couche au début de son mariage, en 1138, et depuis, elle n'avait pas eu d'autres signes de grossesse. En 1144, Aliénor, très inquiète quant à sa capacité d'enfanter, demande à s'entretenir à ce sujet avec une des plus grandes figures religieuses du temps, Bernard de Clairvaux, Saint Bernard. Elle a à cette époque 20 ou 22 ans. Dans cet entretien qu'elle obtient avec le saint homme, ce dernier lui aurait dit que si elle intercédait auprès du roi pour établir la paix avec Thibaut, il joindrait ses prières aux siennes pour que Dieu lui accorde d'enfanter. La chose fut faite, Marie arriva l'année suivante. La deuxième fille de Louis VII et de Aliénor devait arriver 5 ans plus tard, et dans des conditions pour du moins miraculeuses, on va dire. En 1149, Louis VII et Aliénor reviennent de la deuxième croisade. Ils sont partis depuis 1147. Cette croisade aurait été pour eux qu'une succession d'échecs, dont l'épisode d'Antioche, principauté tenue par l'oncle paternel d'Aliénor, Raymond, reste le point d'orgue, puisque c'était en mars 148. Aliénor avait même manifesté alors jouant la carte de la consanguinité, son désir de se délier de son mariage avec Louis, ce qui était d'ordinaire l'apanage des hommes. C'est sérieusement en froid que Louis et Aliénor quittent en avril 149 les terres d'Orient. Pour rentrer en France, ils passent par l'Italie, ils font escale chez le pape Eugène III dans sa résidence de Tusculum, et le pape entretient de les réconcilier, allant même jusqu'à les remarier. Alix, naissant dans le courant de l'année suivante, malgré cette réconciliation papale et cette deuxième naissance, ce mariage ne tient pas plus longtemps. Aliénor et Henri Plantagenet se rencontrent durant l'été de l'année 1151 à la cour de France. Quelques 9 mois plus tard, l'annulation du mariage de Louis et Aliénor est prononcée, le 21 mars 1152, au concile donc de Beaugency. Aliénor épouse Henri Plantagenet 2 mois plus tard, le 18 mai, en la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Elle a 28 ou 30 ans et lui 19. Si jusque-là Aliénor n'avait pu n'avoir aucune crainte quant à sa capacité, avait eu quelques craintes à sa capacité d'enfanter, en Vicarie, toutes ces craintes vont s'envoler du fait de ses premières naissances. Pendant les 15 premières années de leur mariage, en même temps qu'ils construisaient donc et gouvernaient ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire Plantagenet, qui constituait essentiellement de l'Angleterre, d'une partie du Pays de Galles, d'une partie de l'Irlande, de la Bretagne et bien sûr de la Normandie et de l'Aquitaine, ils conçurent 8 enfants. Peut-être qu'il y en a eu également un enfant mort-né qui serait donc en vérité le 9e. Dès 1153 naissent un premier fils, Guillaume. Henri et Aliénor étaient alors simplement ducs et duchesses d'Aquitaine et de Normandie. Malheureusement, Guillaume ne devait pas vivre très longtemps, mais beaucoup d'autres enfants suivront donc des fils, et ce qui a donc qui avait manqué à la première union d'Aliénor. En 1155, alors qu'ils étaient devenus l'année précédente roi et reine d'Angleterre, naissait Henri, qui resterait dans l'histoire sous le nom de Henri le Jeune, roi. Il avait été couronné et par là même associé au règne de son père en 1170. Mais il mourut en 1183, longtemps avant de pouvoir lui succéder. En 1156 naquit la première fille du couple, Mathilde, qui devint duchesse de Saxe par son mariage avec le duc Henri de Lyon. Elle mourut la même année que son père en 1189. En 1157 naquit à son tour celui qui restera jamais dans l'histoire comme le plus grand guerrier, le plus grand roi et le fils préféré de sa mère, le légendaire Richard. À l'instar de son arrière-grand-père Guillaume IX, Richard incarnait l'image de grand seigneur troubadour. Des chansons de lui ont été conservées. Richard, très tôt, appelé le Cœur de Lion, succéda à son père à la mort de celui-ci en 1189. En 1158, l'année où Henri II étendait son pouvoir sur une partie du pays de Galles, naquit Geoffroy. Par son mariage avec Constance, l'héritière du duché de Bretagne, territoire qu'Henri II mettra sous sa coupe en 1166, il porterait le nom de Geoffroy de Bretagne. Comme ses frères, Guillaume et Henri, ils devaient quitter ce monde bien avant leur père. La mort emporta Geoffroy en 1186. Il fut aussi un grand seigneur poète. En 1161 naquit une autre Aliénor. Elle est connue sous le nom de Aliénor de Castille, dont elle fut la reine jusqu'en 1214, année de sa mort, aux côtés de son époux, le roi Alphonse VIII.
Elle fut la seule fille des filles d'Aliénor d'Aquitaine à lui survivre. En effet, Jeanne, née en 1165, devait mourir la même année que son frère Richard, en 1199. À cette date, Marie de Champagne et Alix de Blois, leurs demi-sœurs, donc, avaient déjà quitté ce monde. Marie en 1198, Alix en 1195. Jeanne fut reine de Sicile jusqu'à la mort de Guillaume le Bon, son premier époux, puis devint duchesse de Toulouse après son second mariage avec Raymond VI. Enfin, en 1166, vint Jean, plus connu sous le nom de Jean sans Terre. Quand Aliénor mit Jean au monde, elle avait 42 ou 44 ans. En 1177, Henri II céda à Jean la couronne d'Irlande qu'il avait acquise l'année précédente. C'est ainsi que Jean, qui en 1199 à la mort de son frère Richard Cœur de Lion fut héritier de la couronne d'Angleterre et des autres possessions de l'Empire Plantagenet, sauf bien sûr la Bretagne qui était revenue à Arthur, le fils de son frère Geoffroy, donc à son neveu. Jean mourut en 1216. Il fut le seul des fils d'Aliénor à lui survivre, mais l'empire tel que l'avait reçu Jean ne survécut pas à la mort d'Aliénor en 1204. Cette année-là, quasiment en même temps que sa mère, Jean perdit la Normandie et Poitiers. D'Henri II à Jean sans Terre, des fils sans descendance légitime ou des petits-fils écartés de la couronne du pouvoir, puisque si Richard put succéder à son père, c'est qu'Henri le jeune roi était mort sans descendance. Si Jean put succéder à Richard, c'est parce que ce dernier n'avait pas de descendance légitime. Alors il aurait eu deux fils de deux de ses maîtresses, et que ces enfants de Geoffroy, Aliénor et Arthur de Bretagne, furent eux écartés de la couronne d'Angleterre. Aliénor eut en tout une quarantaine de petits-enfants, sans compter bien sûr les illégitimes. Jean sans Terre, par exemple, aurait eu 15 enfants de ses maîtresses. Parmi les enfants de Marie de Champagne, on compte Henri II de Champagne, qui devint roi de Jérusalem, ou encore Thibaut III de Champagne, qui succéda à son frère à la tête du comté. Thibaut III de Champagne est le père d'un autre grand seigneur poète, le trouvère roi de Navarre, Thibaut IV de Champagne, ou premier de Navarre, dit le chansonnier. Parmi les enfants d'Alix de Blois, on compte par exemple Adélaïde, ou Alix, qui fut abbesse de Fontevraud et à laquelle sa grand-mère sembla très attachée si l'on en croit les donations qu'elle lui a faites. Parmi les enfants de Mathilde de Saxe, Othon IV de Brunswick se distingua en devenant empereur romain germanique. Parmi les enfants d'Aliénor, reine de Castille, elle eut Bérengère qui devint reine de Léon et qui fut la mère de Ferdinand III de Léon, roi de Castille. Il y eut aussi Urraca qui devint reine de Portugal et bien sûr Blanche qui devint, grâce au choix de sa grand-mère, elle était en lice avec sa sœur Urraca, cette célèbre reine de France qui enfanta Saint-Louis et qui mena d'une main de maître la régence du royaume pendant notamment la croisade contre les Albigeois, donc elle contribua à rendre la couronne victorieuse au détriment de son cousin germain Raymond VII de Toulouse. Parmi les enfants de Jeanne d'Angleterre, donc, elle donna à son second époux le comte Raymond VI de Toulouse, puisque c'est lui l'effet de Raymond qui lutta contre son père sans lui conserver le duché de Toulouse au cœur de la tourmente des croisades albigeoises. Et enfin, parmi les enfants légitimes que Jean a eus avec sa seconde épouse Isabelle d'Angoulême, on compte Henri III, qui succéda à son père sur le trône d'Angleterre, à la mort de ce dernier en 1216. On compte également Jeanne, qui devint reine d'Écosse, et Isabelle, qui devint impératrice et reine aux côtés de son époux, Frédéric II, empereur romain germanique, roi de Sicile. Après Henri III, le fils de Jean sans Terre, 10 rois Plantagenets qui se succèdent sur le trône d'Angleterre jusqu'à donc Richard III. C'est ainsi que le sang d'Aliénor et des siens fut mêlé aux grandes dynasties européennes et principalement du Moyen-Âge. Alors, il y a deux itinéraires dans la vie d'Aliénor et Cathy Bernard donc a résumé les itinéraires de la captivité d'Aliénor, notamment suite à sa révolte contre Henri II. Entre novembre et décembre 173, Aliénor est donc capturée à la forteresse de Chinon en France. Le 8 juillet 174, elle fait un trajet vers l'Angleterre depuis le port de Barfleur. Aliénor y est enfermée dans la forteresse de Salisbury, puis dans la forteresse de Winchester. Entre 1175 et 1184,
elle est captive dans le Wiltshire, dans le Berkshire, dans le Buckinghamshire et dans la forteresse de Winchester, puis dans celle de Salisbury. À Pâques 1184, Aliénor est signalée dans la forteresse de Berkhamsted et dans celle de Woodstock. Puis vient une période de semi-liberté. En 1184, Aliénor est de nouveau à Winchester où elle voit sa fille Mathilde de Saxe, puis revient à Berkhamsted. Fin 1184, elle est à Londres, à Winchester, à une assemblée royale où elle revoit ses fils, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. En Noël 1184, Aliénor est sans doute à Windsor, et où elle assiste à la réconciliation entre Richard Cœur de Lion et ses frères Jean sans Terre et Geoffroy de Bretagne. Début 185, Aliénor est à Winchester. À Pâques 1185, elle est à Rouen, en France. Henri redonne l'Aquitaine à Aliénor pour punir Richard Cœur de Lion et le soumettre à son autorité. Le 27 avril 1186, après un passage à Alençon, Aliénor retourne en Angleterre, depuis Barfleur, avec sa fille Mathilde de Saxe. Aliénor est donc signalée à ce moment-là à Winchester. Fin de la période de semi-liberté. En octobre 186, à Winchester, Aliénor reçoit la visite d'Henri II. À Pâques de l'année suivante, 1787, donc en 1187, Aliénor est à Londres. Entre juillet 1187 et juillet 1189, la mort d'Henri II entraîne la libération d'Aliénor sous le règne de Richard Cœur de Lion. Aliénor parcourt tous les comtés d'Angleterre pour faire connaître Richard et faire libérer tous les prisonniers d'Henri II. Puis, elle va soutenir son fils, donc Jean sans Terre, et l'itinéraire est le suivant. 6 avril 1199, mort de Richard à Chalut. 11 avril 1199, Aliénor assiste aux funérailles de Richard à Fontevraud, abbaye angevine où elle s'est retirée depuis une dizaine d'années. 29 avril 1199, passage à Loudun. 4 mai 1199, Aliénor est à Poitiers. 5 mai 1999, passage à Montreuil-Bonin. Juillet 1199, après un passage à Niort, Aliénor se rend à Andilly, à La Rochelle, à Saint-Jean-d'Angély et à Saintes. 1er juillet 1199, Aliénor est à Bordeaux. 4 juillet 1199, passage à Soulac. La plupart de ces villes, que ce soit Poitiers, Nord, La Rochelle, obtiennent une charte communale. Au cours du mois de juillet 1199, elle accorde également à l'abbaye de Sauve-Majeur une charte de confirmation de ses privilèges. Entre le 15 juillet et le 20 juillet 1199, Aliénor est à Tours, où elle rencontre Philippe Auguste, le roi de France. Aliénor fut donc duchesse d'Aquitaine, reine de France, entre 1137 et 1152, puis reine d'Angleterre, entre 1154 et à sa mort, 1204. Elle fut donc aussi une duchesse de Poitiers entre 1122 ou 1024 et 1204. Elle est héritière du duché d'Aquitaine, du comté de Poitou à la mort de son père. Elle est aussi mariée au dauphin de France, va devenir reine de France, puis c'est à son mariage, puis reine d'Angleterre, puis duchesse de Normandie, puis comtesse d'Anjou. Et à la mort de ce dernier, d'Henri Plantagenet, elle continue à régner, toujours aux côtés de ses fils, que ce soit Richard Cœur de Lion ou Jean sans Terre. Tout à l'heure, nous parlions aussi des personnages qui gravitent autour de Aliénor, et on a cité Bernard de Ventadour, qui est un troubadour dont on prouve l'activité entre 1147 et 1180. Disciple d'un seigneur troubadour du Limousin, Bernard de Ventadour est poète, compositeur talentueux de la langue d'oc et accueilli à la cour d'Aliénor d'Aquitaine dans les années 1152-1154, au moment d'ailleurs où elle devient l'épouse d'Henri Plantagenet. Bernard assiste ainsi, sans doute, à son couronnement en Angleterre en 1154. Il fréquente la cour de Toulouse, probablement, avant de cesser de faire des chansons et de se retirer du monde, sûrement, dans une abbaye du Périgord. Confirmé. Il y a eu sa nourrice aussi. Alors c'est un personnage qui est assez fictif des voix d'Aliénor, sur le site de Cathy Bernard. Elle a pris une voix de nourrice pour conter la vie de Aliénor. Henri II, bien sûr, duc de Normandie, puis roi d'Angleterre. Il est né au Mans en 1100
33 et il est mort donc à Chinon en 1189. À la tête du duché reconquis par son père, Geoffroy le Bel, Henri peut prétendre au trône d'Angleterre par sa mère, Mathilde, dont la couronne a été usurpée. Il devient, par sa détermination et celle de sa mère, roi d'Angleterre en 1154. Son mariage donc avec Aliénor et toutes les conquêtes qu'il a récupérées, une partie du pays de Galles, la Bretagne et la couronne d'Irlande, font de lui le suzerain d'un domaine s'étendant de l'Écosse aux Pyrénées. Après des conflits avec l'Église et les révoltes de ses fils, il meurt en 1189 et donc bien sûr c'est son troisième fils qui lui succède. Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion donc a été roi d'Angleterre de 1189 à 1199, troisième fils d'Henri II et de Aliénor. Il est né à Oxford en 1157 et il est mort à Chalut en 1199. Il a été investi au duché d'Aquitaine en 1172 par sa mère et il va écraser plusieurs révoltes. Sa volonté de faire valoir ses droits sur la couronne d'Angleterre l'amène à s'allier contre son père au roi de France Philippe II Auguste. Devenu roi d'Angleterre après le décès de son père, Richard devra rompre cette alliance française et après de multiples combats, notamment en Terre Sainte lors de la troisième croisade, il va décéder en 1199, d'une victoire mortelle lors du siège au château de Chalut dans l'Aquitaine, à nouveau révolté. Jean Santerre, roi d'Angleterre entre 1199 et 1216, cinquième fils d'Henri II et de Aliénor d'Aquitaine, lui aussi né à Oxford en 1167 et mort à Newark en 1216. Il est devenu roi d'Irlande alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années, mais la mort de son frère aîné Richard lui permet d'accéder au trône d'Angleterre. Mais son règne et certaines de ses actions révèlent un tempérament instable et une nature colérique et inquiète. De son héritage, Jean perd la Normandie et Poitiers en 1204, l'année de la mort de sa mère, mais l'Angleterre et l'Aquitaine sont maintenues dans l'obéissance. La couronne d'Angleterre connaît toutefois un nouveau conflit avec celle de France, notamment au moment où décède Jean en 1216. Henri VII, roi de France de 1137 à 1180. Il est le fils de Louis VI le Gros. Il est né à Paris en 1120 et il est mort à Paris en 1180. Son mariage avec Aliénor d'Aquitaine révèle au fil des années conflictuelles et surtout au moment de la deuxième croisade. Cependant, ce mariage aquitain permet à Louis d'étendre et renforcer son autorité sur le royaume de France. Sa séparation d'Aliénor entraîne l'accession à la famille Plantagenet. Louis VII sera amplement vengé par son successeur, Philippe II Auguste, le fils qu'il aura de sa troisième épouse. Geoffroy de Louron, archevêque de Bordeaux, donc de 1136 à 1158, date inconnue de naissance, mais il est mort en 1158, archevêque de Bordeaux à partir de 1136. Geoffroy de Louron joue un rôle actif dans la mise en œuvre de la réforme de l'Église en Aquitaine. Prônant un retour à une certaine spiritualité, celui-ci se révéla également un grand constructeur, puisqu'il érigea, par exemple, de nombreux travaux dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux, où Aliénor et Louis VII se sont mariés en 1137. Et en l'occurrence, il figure, je le signale, sur un texte latin d'une requête pour mon village, comme quoi le monde est petit. Alors ensuite, vous avez Guillaume le Maréchal, donc le chevalier, qui est le comte de Pembroke, un chevalier anglo-normand, qui serait né vers 1146 et serait mort en 1219. C'est un homme de modeste lignage qui est devenu rapidement un grand champion de tournoi et chevalier hors pair. Il sert fidèlement Henri et ses fils à environ 73 ans, alors qu'il est régent d'Angleterre pour Henri III Plantagenet, donc le fils de Jean Santerre. Guillaume remporte sa dernière bataille qui oblige les Français à conclure la paix et à évacuer l'Angleterre. Et enfin, Guillaume IX, donc les hommes dans la vie d'Aliénor, son grand-père, donc comte de Poitou et duc d'Aquitaine, qui est né en 1171 et qui est mort en 1127, à peu près 26-27, qui est le grand-père d'Aliénor. Il était un puissant seigneur qui dirigeait un vaste territoire s'étendant de Poitiers à Toulouse. Il est célèbre bien sûr pour ses déboires avec l'Église, notamment à cause de ses amours, mais aussi pour être le premier troubadour connu dans l'histoire. Guillaume a composé des chansons en Languedoc et a animé des cours brillantes à Poitiers où se croisaient de nombreux lettrés.
C'est dans ce contexte, donc, que sa petite fille naîtra, donc la future duchesse d'Aquitaine. Alors, j'aimerais vous lire l'article que j'ai trouvé dans Sud-Ouest, qui date de 2021, qui a été publié fin décembre 2021, que j'ai récupéré. Alors, je suis vraiment désolée, mais je ne sais plus du tout le nom du journaliste, donc je vais aller rechercher, parce que quand même, il faudrait quand même que je le cite. Mais bon, voilà, je vous indique que ça a été publié le 30 décembre 2021 par Sud-Ouest, puisque je suis abonnée à Sud-Ouest, et j'avais vu cet article qui a été passionnant. Alors évidemment, il y a plein de redites dans cet article, hein, mais eux, ils prennent on va dire le fait que c'était une balade qui avait été organisée au cœur de Bordeaux, du Bordeaux médiéval, une balade gratuite autour d'Aliénor. Donc c'était un départ qui s'était fait place de Caillot, place du Palais, pour une arrivée place de Péberlan, qui avait été créée à l'origine dans le cadre des Journées internationales du droit des femmes. Et elle proposait en fait de réfléchir à la manière dont l'histoire raconte, plus précisément les femmes dans l'histoire, à commencer bien sûr par celle la plus illustre des Bordelaises, Mademoiselle Aliénor. Alors, ils expliquaient bien sûr d'où venait Aliénor, donc je vous cite exactement l'article en leurs termes. Membre de la dynastie des ducs d'Aquitaine, Aliénor, également appelée Éléonore de Guyenne, serait née entre 1122 et 1124, alors hein. Alors près de Poitiers ou d'Angoulême ou encore de Bordeaux, peut-être au château de Belin, dans le sud de la Gironde. À vrai dire, le lieu et la date exacte de la plus illustre des Bordelaises et des Aquitaines restent complètement indéterminés. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est née sous une très bonne étoile et que les fées se sont penchées sur son berceau, lui offrant en cadeau beauté, richesse, intelligence, longévité et pouvoir. À la totale. 2 fois reine et mère de 3 rois, elle mourra en 1204 à plus de 80 ans, un record à l'époque où la moyenne et l'espérance de vie tournaient autour de 45 ans. Lorsqu'elle hérite du comté de Poitiers et des duchés d'Aquitaine et de Gascogne en 1137, Aliénor est donc à peine âgée de 15 ans, selon 13 et 15 ans, voilà, à peine, se trouve à la tête d'un domaine plus vaste que celui du roi de France. Elle est la fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine, et petite-fille de Guillaume IX, authentique troubadour et inventeur de l'amour courtois, qui réside au palais de l'Ombrière à Bordeaux, actuellement place du Palais, si vous connaissez Bordeaux, et passe pour la fille la plus belle, la plus riche, la plus spirituelle du royaume. On dit d'elle qu'elle est la plus belle et riche fleur d'Aquitaine, la perle incomparable du Midi, le plus beau parti de France. La même année, le dimanche 25 juillet 1137, elle épouse à Bordeaux Louis le Jeune, âgé de 17 ans, dauphin de France, à la cathédrale Saint-André. Une sculpture la représente au-dessus de la porte royale qu'elle a dû franchir le jour d'ailleurs de ses noces. L'archevêque de Bordeaux, de l'époque, Geoffroy III du Louroux, bénit l'union en présence de tous les seigneurs gascons et d'un cortège royal de plus de 500 chevaliers conduit par Thibaut, comte de Champagne, et par Sugère, abbé de Saint-Denis, représentant bien sûr du roi. L'imposante escorte campe sur les hauteurs de Lourmont pour éviter le pillage et la discorde politique. Les nouveaux mariés confirment leurs privilèges de la ville et exemptent de taxes les abbés et les évêques de la province. Absent car malade, Louis VI le Gros a compris que cette union lui permettrait de doubler la superficie de son royaume grâce à la dot d'Aliénor. Il meurt presque aussitôt et son fils succède sur le trône de France. Le couronnement de Louis VII se déroule le 8 août suivant à Poitiers et Aliénor est donc consacrée reine de France. Ou plus exactement, reine des Francs. Tout lui sourit, sauf que Louis, soumis à l'influence de sa mère Adélaïde de Savoie et à son conseiller spirituel l'abbé Sugère, est un roi faible et très dévot. S'il est très amoureux de sa jeune reine, la lune de miel sera de courte durée. Ce qui l'a conduit à se lamenter au plus haut point. Elle dit « J'ai cru épouser un roi et on m'a donné qu'un moine ». Leur première fille, Marie de France, naît toutefois en 1145 et Aliénor remplit ses obligations, reçoit la noblesse, honore sa présence, les joutes, les tournois, tout en gérant elle-même les affaires de son duché d'Aquitaine. Elle tente d'introduire quelques usages aquitains à la cour de France, comme les habits de couleur vive, la présence des troubadours, les fruits secs et encore les épices. Mais elle est vivement critiquée pour ses tenues indécentes, dit-on, son goût du luxe et sa liberté d'expression qu'elle accorde aux artistes. La vie austère de l'entourage de son époux ne convient guère à la jeune femme ambitieuse et remuante. Habituée aux plaisirs raffinés du palais de l'Ombrière, la plus galante des cours d'Europe.
En 1147, saint Bernard de Clairvaux prêche la seconde croisade et incite le roi de France à y prendre part. Louis VII pense que ce voyage va sanctifier et faire rentrer dans le rang Aliénor qui, à 25 ans à peu près, passe pour être dissipée et très légère, et l'invite à se joindre à l'expédition. Pendant ce temps, l'abbé Sugère assurera la régence du royaume. Le 12 mai, le roi rassemble une armée de 800 000 hommes composée entre clercs et de seigneurs gascons escortant la reine. Les dames de la cour suivent également leurs époux dans un imposant convoi de chariots. Pleine d'énergie, la jeune femme traverse aux côtés de son époux l'Europe et l'Anatolie à cheval, puis la Méditerranée en bateau. Les croisés se présentent enfin devant Antioche en Turquie en mars 1148, 10 mois après avoir quitté la France. Aliénor retrouve son jeune oncle, Raymond de Poitiers, prince d'Antioche, qui les accueille royalement et chaleureusement. Un peu trop, d'ailleurs, au goût de Louis, qui trouve que les relations entre Raymond et son épouse sont douteuses et soupçonne une liaison. De retour de Terre Sainte en Europe, le roi veut la répudier. Le couple royal se réconcilie toutefois et une seconde fille née en 1150, Alix. Mais la situation se détériore à nouveau entre les époux qui veulent tous deux la séparation pour des raisons diamétralement opposées. Mais si leur mésentente est de notoriété publique, l'affaire n'est pas si simple car seule la mort peut en principe désunir un mariage. À Pâques, le 18 mars 1152, Louis présente sa requête pour nullité du mariage devant le concile de Beaugency. L'astuce juridique est trouvée, les prélats décident que le mariage serait annulé si la parenté entre les époux est prouvée. Tel est bien le cas, au 4e degré, par les femmes de Bourgogne, pointe l'archevêque de Bordeaux. L'annulation de son mariage fait que Aliénor laisse ses 2 filles à la couronne de France et repart dans son duché d'Aquitaine. L'Aquitaine devient alors officiellement anglaise, après le mariage bien sûr d'Aliénor. Elle se remarie en mai de la même année à Poitiers avec Henri Plantagenet, héritier à la fois de duc de la Normandie et de l'Anjou et par sa mère du royaume d'Angleterre. Leur première rencontre aurait eu lieu en 1151 où les 2 jeunes gens s'étaient mutuellement plu. De haute naissance, à l'aise dans la cour, Henri est un beau blond fougueux âgé de 19 ans, avec tout pour plaire pour Aliénor, la belle séductrice désireuse de pouvoir, de 10 ans son aîné. Alors que son époux est sacré roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster, sous le nom de Henri II, en 1154, elle se retrouve souveraine d'un immense royaume qui recouvre l'Angleterre mais aussi l'ouest de la France. La Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Bourgogne, la Touraine, le Poitou, la Saintonge, le Borderais, l'Angenais, le Périgord et le duché de Gascogne. Un domaine bien plus grand que celui de France, et l'Aquitaine devient alors officiellement anglaise sous la dénomination de Guyenne ou Guyenne, dénomination anglaise, déformation anglaise bien sûr du mot d'Aquitaine. C'est pour ça qu'on dit la Guyenne des fois pour l'Aquitaine. Dotée d'une santé de fer, en plus de sa beauté, Aliénor enchaîne les grossesses. Elle donnera naissance en tout à 10 enfants à une époque où la contraception n'existait pas et où le taux de mortalité, il faut le rappeler, néonatal de la mère et de l'enfant se situait entre 30 et 60%. Henri Plantagenet, son 4e enfant, né en 1157. Là, son époux de 10 ans, son cadet, est volage et le mariage d'amour tourne au désastre. Aliénor n'apprécie guère la présence de la maîtresse royale, la belle Rosemonde. De plus, si elle dispose de sa propre chancellerie et de son personnel de scribe, Henri II n'a nullement l'intention de partager le pouvoir avec elle, pas plus qu'avec ses fils. Elle est furieuse, elle quitte l'Angleterre et se réfugie à Poitiers avec sa cour de poètes. À 51 ans, elle soulève ses fils contre leur père et les pousse à revendiquer la couronne d'Angleterre. C'est un échec, la révolte est matée et le roi la fait capturer en 1173. Elle restera emprisonnée pendant 16 ans, assignée à une retraite monastique, tout en d'abord au château de Chinon et puis dans divers châteaux d'Angleterre. À la mort d'Henri II, Richard, duc d'Aquitaine, accède au pouvoir et libère en fait sa mère. Nous sommes en 1189. Aliénor a 67 ans environ. Elle rentre à bride abattue en Aquitaine pour continuer à gouverner avec le Poitou et assure la régence quand son fils est en croisade. À son retour de croisade, Richard est fait prisonnier près de Vienne par l'empereur Henri IV. Elle se démène pour obtenir sa libération et réussit à réunir une somme énorme qui est de 24 tonnes d'argent qu'elle apporte elle-même à Mayence.
Son Richard, cœur de lion, libéré en février 1194, reprend la guerre contre le roi de France et il est mortellement blessé d'un coup d'arbalète 5 ans plus tard, durant le siège du château de Chalut-Chabrol en Limousin. Plutôt que de voir une autre lignée s'emparer de la couronne, elle va pousser son dernier fils Jean Santerre, dont celui de la légende de Robin des Bois, à monter sur le trône. Aliénor se retire vers 1200 parmi les moniales de l'abbaye de Fontevraud en Anjou. Elle prend le voile tout en faisant des dons et des aumônes aux pauvres. C'est là qu'elle s'éteint le 31 mars 1204 à 82 ans environ. À Bordeaux, le musée d'Aquitaine détient une copie du gisant de Fontevraud qui la représente, une admirable sculpture polychrome où la reine défunte, étendue sur son lit de parade, tient entre ses livres un livre ouvert en signe de prière. Elle repose aux côtés de son époux Henri II, de son fils Richard et de sa belle-fille Isabelle d'Angleterre, épouse de Jean Santerre. Durant sa longue existence mouvementée et très bien remplie, Aliénor a bousculé la tradition masculine du pouvoir, administrant elle-même ses terres et en tenant un rôle proéminent dans les affaires publiques. Protectrice des arts, adulée des poètes, elle a pris le risque de la transgression. Jusqu'à la fin de sa vie, elle aura participé à toutes les intrigues de son temps et joué un rôle politique important dans l'Europe médiévale, perdant et reprenant le pouvoir à maintes reprises. À près de 80 ans, elle parcourt encore l'Aquitaine, y prodiguant de nombreuses chartes qui concèdent aux bourgeois une sorte d'émancipation vis-à-vis du pouvoir seigneurial, y compris à Bordeaux, dont elle confirme les privilèges, les libertés et les coutumes, dans un texte écrit qui mentionne que les citoyens de la ville sous le nom de cividibus, un terme qui atteste de la reconnaissance d'une municipalité, ou tout du moins ses débuts. Érigée en mythe populaire à partir du XVIIIe siècle, des deux côtés de la Manche, Aliénor inspire peintres, graveurs, éditeurs. En France, et tout particulièrement dans le sud-ouest, de nombreuses enseignes, notamment de domaines de confiserie ou encore des bâtiments comme des lycées, des collèges, en rappellent le nom. Aujourd'hui, après avoir été longtemps considérée comme la cause des 3 siècles de conflit entre l'Angleterre et la France, la plus belle et la riche fleur d'Aquitaine, la perle incomparable du Midi, incarne la femme libérée du XIIIe siècle, plus de 800 ans avant le phénomène MeToo. Rien d'étonnant à ce qu'elle compte dans sa descendance Montesquieu, l'illustre philosophe des Lumières, né à la Brède, en Gironde. Bon sang ne saurait mentir. Voici donc le podcast historique sur Mademoiselle Aliénor, ou Madame, mais Mademoiselle Aliénor d'Aquitaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez la curiosité d'aller chercher d'autres choses, que vous irez des romans, ou vous irez lire les livres d'histoire, notamment le dernier paru chez Perrin, et que vous irez feuilleter ce site internet qui s'appelle Les Voix d'Aliénor, qui est fait donc par Cathy Bernard, je le rappelle, maître de conférence à Bordeaux-Montaigne, et que vous irez lire ses livres parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à recommander des ouvrages sur Aliénor. Moi j'en ai lu beaucoup, mais écoutez, on n'est jamais à l'abri. Il y a même une BD sur Aliénor d'Aquitaine qui est fort intéressante. Donc écoutez, Mademoiselle Aliénor nous a ouvert la voie. Eh bien, on va continuer à la suivre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prochain podcast historique, donc, la Révolution anglaise. Et là, il y a à dire. Voilà, allez, merci d'avoir écouté ce long podcast. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés et que j'ai essayé de vous transmettre un tout petit peu de ma passion pour l'histoire et surtout pour Mademoiselle Aliénor. Au revoir et la semaine prochaine, c'est le point ciné, ciné, série, etc. Ciao et merci, au revoir.